Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Le destin a voulu qu'ils naissent différemment alors qu'ils n'ont pas souhaité venir au monde ou encore naître dans des familles à faible revenu. Le premier cas de ce soir est celui de bébé Emmanuel, 6 mois seulement, né donc avec les deux yeux fermés. Des spécialistes de la santé appellent ça blépharophimosis congénitale. C'est une maladie pathologique congénitale dont souffre cet enfant. Le second cas également de cette édition de Regard Social nous permet aussi de découvrir une fille mère qui a mis au monde des triplés à la suite d'une grossesse qui n'a pas respecté le process. Le papa des 3 enfants ayant donc pris la poudre d'escampette de l'annonce du retard de grossesse donc chez cette fillette. Ce soir, c'est plutôt une édition de Regard Social qui se veut pédagogique et même didactique. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à la grand-messe du jeudi soir sur Equinox Télévision. Et pour avoir une idée précise de ce cas, le tout premier de ce soir, nous recevons sur ce plateau Irène Jomini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes la maman de bébé Emmanuel, âgé de 6 mois. C'est un enfant qui est né avec les yeux fermés. Les yeux fermés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est né avec les yeux fermés. Je suis passée par... c'est un peu dur parce que c'était tellement dur. Je suis passée par césarienne. J'ai constaté à l'âge de 2 semaines que les yeux de l'enfant étaient fermés puisque quand on m'opérait, je ne pouvais rien faire. C'est ma grande soeur qui s'occupait. Donc, c'est à 2 semaines qu'elle dit non, il faut que je lave. J'essaye aussi de laver l'enfant aujourd'hui. C'est là où je découvre que l'enfant a les yeux fermés. Que je dis à ma grande soeur que mais comment l'enfant a les yeux fermés? Elle me dit depuis que l'enfant est né, c'est tout comme ça. C'est là où elle dit à ma grande soeur non, ce n'est pas bien. Il faut amener l'enfant voir un docteur. C'est là où ma grande soeur amène. Bon, elle est rentrée, elle ne m'a rien dit de bon. Et moi, je ne pouvais pas donc sortir. D'accord. Alors, c'est votre soeur qui découvre ou c'est vous-même qui découvrez que l'enfant a des yeux fermés 2 semaines après le mariage? 2 semaines après la naissance. Après la naissance. Oui. Puisque c'est à 2 semaines que j'ai essayé aussi de laver l'enfant. Oui. Oui, c'est là Parce où que vous avez accouché par césarienne? Par césarienne. Oui. Alors, vous étiez encore alité. C'est-à-dire vous n'aviez pas encore les forces de pouvoir vous lever et vous occuper de l'enfant. Oui. Je ne pouvais pas. Et lorsque vous constatez, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'a fait très mal de voir mon bébé avec les yeux fermés. J'ai appelé la maman au village, j'ai expliqué à la maman. La maman a dit, prends quelque chose, un tissu rouge. Tu montres sur les yeux de l'enfant. J'ai essayé, fatiguée. J'ai dit à ma maman que non, ça ne va pas. C'est là où j'ai demandé à ma grande soeur d'amener l'enfant voir un médecin. Ma grande soeur est rentrée, elle a dit aucune idée. On a dit on patiente 1 mois pour voir. Bon. Et après, il y a les moyens pour rentrer. Là-bas, c'est à 6 mois. À 5 mois, disons, que j'ai fait l'effort. J'ai dit non, je ne peux pas voir parce que chaque fois qu'il passe en route, on se moque de moi. On appelle mon enfant bébé chinois. Bébé chinois, et ça me fait très mal, très mal. Pourquoi on l'appelle bébé chinois? Parce que les yeux sont fermés. Il ne voit pas. C'est pour ça que je suis venue demander de l'aide. Parce que ses yeux sont fermés, on l'appelle bébé chinois. Bébé chinois. Oui. Alors, comment vous faites pour vivre avec un enfant comme ça? Je me débrouille. Vous n'avez pas trouvé au moins une solution pour son cas? Bon, c'est ce que je suis venue demander de l'aide puisque c'était tellement dur. Moi, je fais dans le mbayam. Je vends les vives frais. Je fais dans la tomate et le légume. C'est là où je cherche à nourrir. J'ai 2 enfants. Je cherche comment je peux les nourrir puisque son papa, j'ai déjà demandé, fatigué, de l'aide. Il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas le pourquoi. Alors, vous dites que son papa ne s'occupe pas de lui? Il ne s'occupe pas de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des problèmes avant ou alors c'est parce que l'enfant est malade? Bon, je n'ai aucune idée, moi je ne sais pas. Moi, il a trop cherché à savoir, mais il ne me dit rien de bon. Alors, dites-nous, pendant la grossesse, déjà une grossesse qui a duré 10 mois? 10 mois de grossesse. 10 mois de grossesse. Et est-ce que vous avez suivi les visites normalement? Les visites prénatales, bien sûr? J'ai bien suivi mes visites normalement. Je faisais les visites à Nicolas Barré. Vous avez rencontré combien de fois un gynécologue?
Une seule fois. Vous avez rencontré le gynécologue une fois. Une fois. Et le reste de fois, c'est... C'était les médecins. Vous n'êtes plus Les sages-femmes. Les sages-femmes. Qui vous disaient quoi, par exemple? Il n'y avait pas de problème. C'est vers la fin qu'on m'a fait comprendre que non, l'enfant était mal positionné. Donc. C'est là où le gynécologue m'a demandé d'aller faire encore l'échographie. C'est là où je suis allée faire l'échographie. On me dit que non. Il faut sauver soit ma tête, soit pour l'enfant, puisque l'enfant est mal positionné. Et il faut le plus tôt possible, sauver l'enfant le plus tôt possible. C'est là où je suis passée par césarienne. Alors, vous êtes dans une famille à faible revenu, on l'a dit, c'est-à-dire une famille qui se débrouille, clairement. Oui, ma famille se débrouille. Mais ça ne va pas. Ça ne donne pas tellement. Ça ne va pas. Ils sont là, ils se débrouillent, chacun se débrouille de son côté. Mais les charges, parce que chacun a déjà ses charges qui s'occupent. Et avec la rentrée, chacun disait que non, il faut que l'enfant aille à l'école, il faut. C'est un peu ça. Et vous vous êtes retrouvée seule avec votre bébé? Je suis retrouvée seule avec le bébé. Là où je suis tombée dans le marché, dans le Bayam, je vends un peu de tomates, légumes pour m'occuper de mes deux Alors, lorsque enfants. vous avez dit au papa de l'enfant que vous venez à Regard Social, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit, il m'a dit non. Pourquoi je dérange comme ça les yeux de son enfant et je reste tranquille puisque je dérange. J'ai dit, mais tiens, depuis que je t'ai fait, il dit que non, il faut chercher de l'argent pour que j'amène l'enfant à l'hôpital. Tu n'as même pas d'abord la volonté. Comment tu peux dire que je laisse les yeux de l'enfant? C'est là où j'ai décidé que non. Il faut que je demande de l'aide. Est-ce que les médecins ont dit ce que vous avez rencontré? On dit qu'on peut trouver la solution à cette maladie qui dérange l'enfant. Oui, oui. Le médecin m'a dit que c'est à 2 ans qu'on peut trouver une solution, qu'on peut opérer les yeux. Pour voir. Elle m'a demandé de patienter 2 ans. C'est là où j'ai dit que 2 ans est tellement loin, il faut que je cherche. Peut-être qu'on peut trouver la solution quand il est encore bébé. C'est là où je suis venue demander de l'aide. D'accord. Vous êtes allé rencontrer les tradipraticiens aussi? Non. Vous n'êtes pas allé? Non. Vous êtes simplement allé à l'hôpital? À l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on vous a dit qu'il y a une possibilité Oui. de pouvoir trouver la solution, à mon problème. Au problème de l'enfant. D'accord. Vous êtes avec nous et c'est un bébé qui est âgé de 6 mois seulement. De 6 mois seulement. Et vous l'appelez Emmanuel? Bébé Emmanuel. Pourquoi? Parce que c'est un ange que Dieu m'a donné. Avec la lutte, la souffrance que j'ai eue, je ne savais pas qu'il pouvait arrêter mon bébé à main. C'est pour ça que j'ai donné le bébé Emmanuel. Alors, pendant la grossesse, votre mari s'est occupé de vous? Il vous donnait de l'argent pour aller... ne serait-ce que la première fois que vous avez rencontré un médecin? Et oui, quand j'étais encore enceinte, il se débrouillait quand même. C'est que depuis que j'ai accouché, il m'a laissé tomber. Et je ne sais pas le pourquoi. C'est bien vrai que même avec la grossesse, c'était un peu dur. Il me menaçait, il me torturait, mais je supportais. C'est que dès que j'ai accouché là, qu'il m'a vraiment laissé tomber, je peux dire. Parce que tout ce que je parle, il ne s'occupe plus, il ne gère plus. Je suis abandonnée à moi-même et avec mon bébé. Il sait quand même que c'est son bébé? Il le sait bien. Il sait bien. Il a vu depuis la naissance? Vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble. Nous sommes à Yaoundé ensemble. Il est bessineur, il sort le matin, il sort à 4 h et il revient vers les 21h, 22h. Je lui ai demandé tant parler, tu fais quoi dehors? Jusqu'à 22h, 21h. Il me dit non, je gère mon enfant, quant à lui, il gère sa vie. D'accord. Vous êtes venu sur le plateau de Regard Social ce soir pour chercher à savoir exactement ce qui dérange l'enfant. Ce qui dérange l'enfant, puisque ça m'a dépassé. Le nom? Il manque de moyens pour dire que je peux continuer à me battre. Je suis venue demander de l'aide. Mes chers frères, mes chères soeurs, que m'aident. Parce que c'est vraiment dur. Je ne peux pas m'en sortir avec ce bébé. Je ne peux pas.
La souffrance dès la naissance, c'est un peu le thème de cette autre édition de Regard Social. Donc avec bébé Emmanuel qui est âgé de 6 mois, qui a des yeux fermés, il voit à peine avec un œil, c'est ça? Avec un œil. Seulement c'est l'œil. Un seul œil. Oui, c'est à peine, c'est avec beaucoup de difficultés. À peine, avec beaucoup de difficultés. Il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Vous n'avez pas choisi la mauvaise porte, ça il faut le rappeler. Vous avez choisi la porte de Regard Social qui permet également à tout un chacun de retrouver le sourire avec le concours des âmes de bonne volonté qui vous suivent en ce moment. Je voulais annoncer en tout cas qu'il s'agit de 2 cas que vous aurez à découvrir ce soir. Mais avant, je vous invite à suivre le reportage qui situe concrètement le quotidien de cette petite famille qui a besoin de vous, de nous, de tout le monde pour sortir donc de cette souffrance, le petit Emmanuel. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Et voilà donc bébé Emmanuel dans son environnement immédiat avec sa mère qui se débrouille, qui se bat et qui a besoin de voir son fils grandir comme les enfants de son âge. Difficile justement à cause de la pathologie qui le traumatise. C'est un enfant qui n'a pas demandé à naître dans cet environnement, encore moins dans cette famille à faible revenu. Mais pour davantage comprendre de quoi il est question, nous recevons professeur Kamini Gilles. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, M. Ndongo. Vous êtes spécialiste en ophtalmologie. Exactement. Vous êtes également spécialiste en chirurgie du serment antérieur. Exactement. Et spécialiste en chirurgie vitréo-rétinienne. Voilà. Oui. Vous allez nous expliquer tout ça. Et chef de service d'ophtalmologie au CHU à Yaoundé, donc le centre hospitalier universitaire. Exactement. Voilà. Tout ça, c'est pour vous. Ben, quand on étudie, on doit voir tout ça. D'accord. En fait, on peut dire que c'est vous la solution au problème du petit Emmanuel. Peut-être une partie de la solution, c'est vous aussi la solution. La solution doit être collective. Ouais. Alors, donc, petit Emmanuel, quand je l'ai examiné tout à l'heure, il présente ce qu'on appelle un blépharophimosis. Vous avez vu que sa fente palpébrale est rétrécie et qui n'ouvre pas les yeux. Et ça pose vraiment un problème sensoriel parce que cet enfant doit ouvrir les yeux, sinon il ne va pas apprendre à voir. Et ça pose aussi un problème esthétique, comme nous avons vu dans le reportage. On l'appelle bébé chinois, c'est une stigmatisation vraiment qu'on n'accepte pas, inacceptable. Oui. Et pourtant, c'est un cas qu'on peut gérer et quitter les problèmes. D'accord. Merci. Vous êtes parti de Yaoundé pour venir intervenir ici en direct. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous sommes avec Ikome Njonjo Adolphe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous êtes psychologue clinicien et psychomotricien. Tout à fait. Avec une autre touche que vous avez également, c'est la solution au stress. Sur la gestion du stress. La gestion du stress. Oui, donc j'ai eu la possibilité vous de remarquez mettre en justement place... le stress à travers les actes de la maman, d'Emmanuel. Disons que c'est surtout l'événement, c'est surtout ce qu'elle a vécu, qui est un événement qu'on peut considérer comme étant stressant, et la vie qu'elle doit mener avec cet enfant porteur de cette malformation-là, avec toutes les difficultés que cela peut comporter, effectivement, ça constitue des facteurs de stress. Mais le premier commentaire que je voudrais bien faire à ce sujet, c'est d'abord de dire que pendant la grossesse et pendant les premiers jours de vie de cet enfant, la maman s'imaginait avoir un enfant comme les autres. Et ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle-même va découvrir que l'enfant n'est pas comme les autres. L'enfant est différent. Donc, il se pose la question à ce niveau de l'annonce. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses sur le plan de la santé qui peuvent être constatées par les médecins assez tôt. Il est important pour que la mère intègre et gère au mieux la situation, qu'elle ne découvre pas ça toute seule de manière assez traumatisante, de manière assez effroyable. Il est important
qu'il y ait une communication sur l'état de santé de l'enfant, même si il peut avoir la crainte quelquefois d'annoncer une mauvaise nouvelle à la maman, mais il est nécessaire de le faire. Parce que dès le moment où elle s'imagine au départ qu'elle a un enfant en bonne santé, après 2 semaines, si j'ai bien compris, ou 3 semaines, quand elle découvre que l'enfant est différent, c'est ce qu'on appelle au niveau psychologique, c'est une expérience castratrice. C'est-à-dire il y a quelque chose qui lui a été arraché. C'est une expérience de privation, de perte de l'enfant qu'elle avait imaginé, l'enfant qui est né et qu'elle continuait de voir comme un enfant en bonne santé. D'accord. Alors, merci également d'avoir accepté cette autre invitation. En face de vous, il y a Dr Honoré de Balzac et Mapi. J'ai inversé un peu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les copanélistes de l'émission de ce soir. Bonsoir à tous les spectateurs, toutes les spectatrices de Regard Social. Vous êtes gynécologue obstétricien. Alors, je voudrais également rappeler, comme je l'ai dit déjà à l'entame de ce programme, c'est une émission qui se veut pédagogique et didactique parce que vous allez nous enseigner comment est-ce qu'on devrait se comporter lorsqu'on a une grossesse ou alors une jeune mère se retrouve seule à gérer une grossesse. On parlera de ça pour le second cas de ce soir. Et merci également d'être venu sur ce plateau qui vous est déjà familier. Donc, et également, l'unique femme que nous avons sur ce plateau, c'est Hélène Piémé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes promotrice de l'association GIVROP Africa. Voilà. C'est une association qui redonne de l'espoir à ceux qui ont perdu le goût de la vie. Et c'est votre travail au quotidien depuis plusieurs années. C'est ça. Voilà. Vous avez suivi le reportage également, qui vous touche, j'imagine, puisque en tant que mère, vivre avec un enfant malade ou encore qui souffre de cette pathologie, une pathologie congénitale. Ouais. C'est beaucoup de traumatisme moral, psychologique pour une mère d'être enceinte et d'attendre un enfant normal, finalement pour découvrir d'elle-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout les yeux, parce que les yeux, c'est la vie. Donc si l'enfant ne peut pas voir, vraiment, c'est traumatisant pour la famille, particulièrement pour la mère. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Professeur Kamini, vous êtes le point principal de ce cas. Ça, on va le dire. Vous avez donné le nom de la pathologie tout à l'heure, qui nous semble étrange ou étranger, parce que c'est des cas qu'on trouve difficilement. C'est vrai, c'est une pathologie au sein de la communauté. Très rare. Dans les études, on parle d'un cas sur 50 000 grossesses viables. Donc ça veut dire que c'est vraiment rare. Et ce qui fait aussi la rareté, la difficulté dans la prise en charge, parce que pour qu'une prise en charge soit très efficace pour une maladie, il faut que cette maladie soit très fréquente pour que les praticiens soient exposés le plus fréquemment. Et comme ça, ils ont des rendements très bien. De toutes les manières, c'est une maladie vraiment très rare. Alors, de votre parcours, est-ce que vous avez rencontré ce cas déjà? Ou c'est le premier, le second ou le troisième? Après 20 ans de pratique, on a eu quelques cas. Quelques cas qui étaient peut-être un peu plus graves que ça. Et aussi des cas qui étaient moins graves que le cas de notre petit ce soir. Mais quel qu'en soit les cas, les parents sont toujours très traumatisés, comme nous l'avons constaté, parce que les yeux, c'est le miroir de la vie. Oui. Et c'est une maladie congénitale. Oui, comme vous l'avez constaté, on est avec le blépharophimosis. Et généralement, on a décrit des cas familiaux. Ça veut dire que dans la famille, on va retrouver des frères de la même fratrie qui ont la même pathologie, ou bien les parents avec la même pathologie. Cependant, il y a aussi des cas vraiment sporadiques qui interviennent du coup comme ça dans une famille où il n'y avait rien de sorte auparavant. Et du coup, il y a une mutation qui arrive. Et quand on regarde sur le plan génétique, on comprend très bien parce que c'est une maladie quand même qui est très maîtrisée sur le plan génétique. Parce que le problème se passe au niveau des chromosomes. Le chromosome 3 qui a un problème au niveau de son bras long.
Et ce problème, et quand ça arrive comme ça, au niveau de ce chromosome, ça entraîne cette modification, cette mauvaise formation de la paupière et même des ovaires. Donc, ce qui fait que quand on a un cas comme pour le cas de cet enfant, il faudrait classifier. Et ça, c'est le type 1, où il y a atteinte de la paupière et des ovaires, ou bien le type 2, où les atteintes de la paupière sont isolées. C'est ça vraiment tout ça qui tourne autour du diagnostic. Mais sinon, le diagnostic est vraiment clinique. Je veux dire, à vue d'œil, comme vous avez constaté, oui, cet enfant a un problème. Il a un problème justement parce que on voit bien comment les paupières sont fermées. Ouais. À peine il voit avec un œil, c'est pas facile de toute façon. C'est là où se trouve le problème, parce que un œil qui ne s'ouvre pas à la naissance n'apprend pas à voir. Parce que la vision s'apprend dans les 3 premières années. Alors, si dans les 3 premières années, un enfant comme notre petit n'arrive pas à ouvrir ses yeux, il va avoir il va développer ce qu'on a appelé l'amblyopie. Ça veut dire que l'œil ne va pas voir, même si en l'examinant, il n'y a pas un problème. Donc, ce qui fait que pour un cas comme ça, c'est une situation d'urgence, parce qu'il faut vite ouvrir les yeux pour que cet œil apprenne à voir. Vous comprenez donc, le fait que cet enfant ferme tous les yeux pose le premier problème de prise en charge dans ce cas, qui doit être une urgence. La première partie de sa prise en charge doit consister à refaire sa fente palpébrale pour que ça s'ouvre un peu, pour que les yeux apprennent à voir. Et dans un second temps, on fera une autre opération pour soulever sa paupière, pour voir que si on revenait sur les images, mais on pourra le faire tout à l'heure, l'enfant a 2 problèmes. Hein. Il y a la racine du nez qui est très large. C'est pourquoi des gens l'ont appelé bébé chinois, parce que les Chinois ont toujours les racines du nez larges. On appelle ça en ophtalmologie le télécanthus. Alors, cette anomalie des racines du nez, c'est ça qui tire l'œil. Au fond, pour cet enfant, on appelle ça un faux télécanthus. Parce qu'au fait, ce n'est que la chair. Pour son traitement sera très facile, parce que ce n'est que la chair qu'on va ramener. Chez les Chinois, comme on l'appelle bébé chinois, notre fille n'est pas chinois. Chez les Chinois, c'est vraiment une anomalie dans la structure osseuse de la tête qui fait qu'on ne peut pas les opérer. C'est tout vraiment la face qui est élargie. Et chez l'enfant, ce n'est que la chair qui s'est élargie qui fait cette anomalie. Donc, c'est un cas qui aura un pronostic favorable après la chirurgie. D'accord. Alors, Adolphe, vous avez parlé de l'espoir perdu tout à l'heure. Cette maman qui attendait un enfant, elle passe 10 mois de grossesse, elle accouche par césarienne, et après on se retrouve avec un enfant qu'on n'a pas désiré, c'est-à-dire un enfant qui a des yeux carrément fermés. Difficile de pouvoir supporter ça. Oui, le thème que vous utilisez est bien choisi. Un enfant, pas qui n'a pas été désiré peut-être, l'enfant a été désiré, mais l'enfant réel est différent de celui qu'elle s'était imaginé. Maintenant, ce qu'il faut dire quand même si ce n'est pas très beau à entendre, c'est que dans cette situation, la mère, vous avez vu tout ce qui est dit sur l'enfant. C'est vrai, on dit enfant chinois, ça donne l'impression que c'est de l'enfant qu'on est en train de parler. Mais vous savez bien que tout parent a ce sentiment-là qu'il transmet un certain nombre de choses de lui à son enfant. Dans les familles, on entend souvent dire quand un enfant naît, mais il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, parce que au niveau de la parentalité, il y a 2 choses qui se passent, qui sont contradictoires, mais qui cohabitent ensemble. C'est qu'on s'attend à ce que l'enfant soit en même temps le double de ses parents, qu'il soit identique à ses parents, et qu'il soit aussi quelqu'un d'autre qui est différent. Donc, par rapport à ce sentiment qui est nécessaire de se dire que l'enfant à qui on a donné naissance est comme nous, à ce niveau-là, il y a comme quelque chose qui ne peut pas véritablement se mettre en place, parce que son enfant, l'enfant à qui elle a donné naissance, est comparé
à un peuple, à une race qui n'est pas la sienne. Vous comprenez? Donc, face à ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de sentiments qu'elle va éprouver. Il peut avoir des sentiments comme l'agressivité, la colère, les sentiments de rejet, c'est-à-dire que c'est la mère, mais il y a des moments où, même sans que cela soit prémédité, qu'elle en arrive à un peu vouloir se détacher, prendre des distances ou avoir des comportements qui montrent un rejet de l'enfant, un désinvestissement de l'enfant. Alors, elle a dit tout à l'heure dans son récit qu'elle est seule à s'occuper de cet enfant. Le papa lui-même, qui est pourtant là, dit qu'il ne peut plus s'occuper de cet enfant-là. Oui, il n'a plus de dépenses à faire pour lui. Oui. C'est à ce niveau que la situation devient encore plus lourde pour la maman, ça devient encore plus pesant pour la maman. En fait, le père aurait joué un rôle de soutien qui aurait fait en sorte que la mère arrive à mieux supporter, à mieux accueillir, à mieux gérer cette situation. Ça devait jouer le rôle d'un facteur de protection et faire en sorte qu'elle soit plus résiliente face à l'adversité de la situation dans laquelle elle se trouve avec son bébé. Mais là, elle est seule, visiblement. En tout cas, du côté de la cellule conjugale, elle n'a pas le soutien du père de l'enfant. Donc, voilà. Alors, docteur Imapi, elle n'a pas suivi le cursus normal, une grossesse. Elle dit qu'elle a rencontré le gynécologue une seule fois. Le reste du temps, c'était les infirmiers, de temps en temps, ils venaient. Et l'échographie également, c'était une fois, parce qu'il fallait déjà qu'elle accouche 10 mois après la grossesse. Et on a trouvé que l'enfant était mal positionné. C'est pour ça que la césarienne intervient. Ironie du sort, c'est généralement dans ces cas qu'on retrouve des problèmes. Des enfants qui ont eu une malformation, des enfants qui sont mal positionnés, des grossesses qui sont prolongées. Même s'il faut reconnaître que dans une situation comme celle-ci, c'est une malformation, comme l'a dit le professeur Kameni, qui n'est pas très courante et le diagnostic pas très évidente. En général, les malformations oculaires ne sont pas celles qui sont les mieux diagnostiquées à l'échographie. Encore, comme je le dis toujours ici, que cette échographie obstétricale soit faite par des personnes qui sont entraînées, c'est-à-dire qui connaissent très bien la sémiologie de l'échographie obstétricale. Donc, il y a quand même un certain nombre de circonstances qui font qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là. C'est-à-dire que même si on avait la possibilité de faire un diagnostic, on ne l'aurait pas eu. Tout simplement parce que ce n'est pas des personnes habilitées à pouvoir faire, expérimenter, à pouvoir faire des consultations prénatales qui ont suivi la patiente quand elle était enceinte. Alors, c'est quand même une malformation oculaire. En général, ces malformations peuvent se situer dans un syndrome polymalformatif. C'est-à-dire qu'il faut rechercher d'autres anomalies qui sont en dessous, ou bien d'autres anomalies génétiques, chromosomiques, comme le disait le professeur Kameni. Cela peut être une trisomie 13 ou 18, des choses qu'on aurait pu, c'est vrai qu'on ne le fait pas ici, que les médecins auraient pu, qu'on devrait logiquement penser quand on suit une grossesse. Malheureusement, on ne peut même pas, on est très loin de ça, étant donné que celui ou celle qui a suivi la grossesse n'est pas obstétricien, on n'a pas suivi une formation dans ce genre de situation. Et voilà, on aboutit à un enfant, à la naissance d'un enfant qui a une anomalie, et il y a une grosse différence entre l'enfant désiré et l'enfant qu'on a sur le plan pratique. Mais c'est déjà là, le problème est déjà là, l'enfant est né, il est vivant, il a cette anomalie. Heureusement que le professeur Kameni qui a des solutions qu'on peut trouver à ça, et je pense qu'il faut plutôt évoluer vers ce sens-là. D'accord. Puisqu'on parle de grossesse et on parle de bébé également, le second cas de ce soir concerne justement une fille mère qui a fini par faire des triplés à la suite d'une grossesse difficile aussi. Le papa des enfants qui a pris la poudre d'escampette 2 mois seulement après l'annonce du retard
par la fille. Je vous invite à suivre d'abord le reportage et juste après, nous allons davantage explorer les difficultés que rencontrent ces enfants aujourd'hui parce que ce sont des enfants qui sont nés prématurés et difficile de pouvoir les encadrer dans ces conditions puisque c'est dans un village qu'elle les a accouchés et on va suivre, vous allez davantage nous dire quel est le risque couru par ces enfants au moment où ils sont encore des tout petits, quelques mois seulement après la naissance. Juste après, nous allons accueillir également notre invitée, Hélène Piemeux, qui va davantage nous expliquer puisqu'elle a exploré le milieu, elle a rencontré également... Ne vous fiez pas à son allure de femme mûre. Kimora n'a que 23 ans, mais elle est déjà mère. Une période de grossesse qu'elle va passer sans aucune visite prénatale, écumant les hôpitaux et engrangeant des dettes énormes. Je n'ai même pas effectué les visites prénatales. Faute de moyens, je n'ai pas les moyens pour effectuer les visites prénatales. J'ai accouché comme ça. Et j'avais fait l'échographie. L'échographie m'a montré que je devais accoucher un garçon. J'ai fait la liaison d'un enfant. À l'hôpital maintenant, j'accouche 3 filles. Je me suis retrouvée à l'hôpital Bangwa parce que quand j'ai accouché, j'étais anémie. Et les enfants aussi n'avaient pas de poids, c'était des prématurés. Et il n'y avait pas la couvreuse en temps pour les mettre dedans, on m'a transféré. C'est ça qui a fait qu'on me transfère à Bangwa. J'ai fait 1 mois, 1 semaine là-bas. Ma facture était trop élevée. Il n'y avait personne pour payer ces factures. J'ai signé le bon pour sortir. Jusqu'ici, je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais faire pour rembourser ces dettes-là. Ce qui aurait dû être un événement heureux s'est progressivement transformé en descente aux enfers pour Kimora, abandonnée par le géniteur de ses triplés. Je l'ai rencontré, c'était un maçon. Je l'ai rencontré ici à Banonga. Il sortait de Yaoundé, il était venu travailler. Après, il est parti, on s'appelait, il n'y avait pas de problème. Mais quand je l'ai annoncé ma grossesse, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de ces nouvelles. Même quand j'appelle, quand j'ai accouché, il a appelé. J'ai enfant unique. Kimora est passée d'une main à l'autre et vit aujourd'hui dans cet abri de fortune avec sa tante. Elle a été contrainte d'abandonner les études très tôt, faute de moyens. Je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai pas de petite soeur, pas de petit frère. Je suis seule à ma maman. Ma mère m'avait laissé ma grand-mère. Et elle aussi, elle est décédée. Elle m'a laissé ma tante. C'est la concession familiale. J'ai arrêté mes études. Depuis quand j'ai perdu ma maman, il n'y avait personne pour m'inscrire à l'école. J'étais comme ça. J'ai arrêté les études en 6e. Si Kimora a plusieurs fois pensé à aller à la recherche du père de ses enfants, elle est à chaque fois rattrapée par la réalité et ne peut qu'espérer qu'un jour, il refasse surface. Je ne peux pas laisser mes enfants pour partir. Je n'ai personne pour m'aider à leur porter pour partir à sa recherche. Je prie Dieu qu'il puisse revenir un jour. Sa tante, d'un âge déjà très avancé, n'est plus d'un grand secours pour sa nièce. Je suis avec ma fille que sa maman est décédée, me laissée seule à côté d'elle. Elle a accouché de 3 enfants, les jumeaux. Je n'ai rien pour les nourrir, pour les regarder, mais la force, je n'ai plus la force. Je suis avec elles 2. Ce sont même les voisins qui m'aident, qui l'aident avant qu'elle mange même. Mais les enfants, je suis à côté d'elles seulement pour aider de porter, même ma mère me fait mal. Aujourd'hui livrée à elle-même, Kimora vous tend la main. Elle vous tend la main pour sortir ces triplés de la misère et leur offrir un avenir. Je ne veux pas que mes enfants souffrent.
Je fais l'effort d'être une bonne mère pour les enfants, mais je n'ai pas de moyens pour garder mes enfants. Je suis en train de bouillir l'eau pour faire la bouillie des enfants. Regardez la cadre où je vis. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les âmes de bonne volonté puissent m'aider. Ce n'est pas facile pour moi avec les enfants. Le père m'a abandonné quand j'étais à 2 mois de grossesse. Il est parti jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de ses nouvelles. J'ai besoin d'aide. Vous comprenez pourquoi ce reportage s'achève avec une image d'une maison de Dieu. C'est pour dire qu'on tend la main au Seigneur pour qu'il trouve la solution. Dr Emapi, vous vous sentez concerné lorsque vous suivez ce reportage, ces témoignages? Très en difficulté parce que c'est une succession de faits, une succession de malheurs, une succession de grossesses non suivies ou mal suivies qui en général posent beaucoup de problèmes, qui créent même déjà aussi beaucoup de dépenses pour la société. Parce que si, je le dis toujours, si ces grossesses étaient suivies tout à fait correctement, on anticiperait sur un certain nombre de choses. Prenons le cas de cette patiente qui est enceinte, qui ne peut voir aucun médecin, aucun personnel de santé pour qu'on puisse diagnostiquer une grossesse trimélaire. On sait très bien ce que vaut une grossesse trimélaire. Déjà, elle a accouché prématurément et c'est des conséquences et des complications qu'on attend lorsqu'on a une grossesse gémellaire. Et à plus forte raison, des triplés. Accoucher prématurément pour qu'on envoie des enfants dans des couveuses lorsqu'on connaît le coût du suivi des enfants en couveuse. Généralement, nous disons qu'il vaut mieux faire un transfert in utero qu'un transfert ex utero. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que la maman garde le bébé dans le ventre et que ces enfants y grandissent tout à fait normalement. Ça crée moins de dépenses que de les accoucher pour les envoyer mettre dans des machines parce que ça coûte beaucoup plus cher. Voilà une autre situation, problème de moyens. Elle ne peut pas suivre la grossesse, conséquence, elle va travailler comme ça, elle va travailler comme si de rien n'était. Et c'est clair, le corps va lâcher, faisant sortir des enfants qui ne sont pas encore matures, avec toutes les complications que cela entraîne parfois. Immaturité des poumons entraînant ce qu'on appelle maladie des membranes hyalines, des enfants qui ne peuvent pas grandir tout à fait normalement, infection néonatale, tout ça c'est des choses qui peuvent arriver aux enfants. Heureusement, on a réussi à les sauver, à les mettre dans des couveuses. Ça a coûté excessivement ce que ça a coûté. Maintenant, il y a un gros problème qui se pose. Comment est-ce qu'elle va élever ses enfants? Et ça, il y a toujours un autre problème qui se pose très généralement. On se rend compte que les hommes fuient leurs responsabilités dans une situation pareille et que les femmes sont toutes seules à pouvoir porter la charge. Déjà sur le plan maternel, mais sur le plan matériel et également sur le plan financier. Je pense qu'il faut toujours rappeler à ces hommes que même quand ils n'ont pas de moyens financiers, un support, un soutien moral est très important pour que la femme puisse pour qu'elle se sente à l'aise pour pouvoir allaiter les enfants, pour pouvoir donner à manger aux enfants. C'est quand même assez triste de rencontrer de plus en plus ce genre de situation. D'accord. Nous allons revenir sur le risque, en tout cas, de ces enfants à vivre dans ces conditions parce que la couveuse n'a pas été, en tout cas, maîtrisée pour accompagner ces nouveau-nés. Hélène Piemeux, lorsque je vous contacte pour cette émission, vous me dites que vous étiez sur le lieu. Vous avez vu, vous avez suivi cette fille mère aujourd'hui. Ouais. Oui, merci beaucoup, M. Ndongo. J'étais sur le lieu dans le cadre de nos activités parce que je suis promotrice d'une association qui s'occupe des enfants de la rue, des perditions scolaires, des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, particulièrement les veuves et les orphelines, et les filles mères comme elles. Voilà, et puis avec les derniers événements de la Covid, nous nous occupons des troisième âge en les nourrissant et en leur faisant faire des activités génératrices de revenus. Donc c'est dans ce cadre-là que, à tout hasard, je peux vous dire que c'est un hasard qui a fait en sorte que je sois en contact avec elle, parce que là où elle était
nous avions déjà enlevé plusieurs filles mères qui étaient séquestrées dans ces hôpitaux-là, manque de moyens. Nous avons eu une marraine qui a dit « Ok, je peux donner de l'argent pour aller les enlever ». Et quand elle est arrivée dans cet hôpital, on lui a dit « Il y a une maman, une organisation qui s'occupe de ce genre de cas ». Et on m'a interpellée et nous sommes descendus sur les lieux. Nous avons fait ce que nous pourrions avec les petits moyens qu'on avait. Dans quel environnement? On a vu quand même à travers les images que c'est difficile de pouvoir vivre avec des nouveaux-nés. C'est très difficile, Monsieur Ndongo. Je vous assure, le jour où nous sommes arrivés là-bas pour la première fois, nous avons tous pleuré. Parce que tel que vous voyez à la télé, là, c'est exactement comme ça qu'elle vit. Et les briques que vous voyez tout autour, c'est les villageois. Parce qu'à Banungaï, l'année dernière, il y a eu une tornade qui a arraché beaucoup de toits, beaucoup de maisons, y compris celle de ses grands-parents. Et les villageois ont remis la maison. Le mois de février encore, même le peu là, il n'y en a plus. Parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, même le peu que vous avez trouvé ici en décembre, il n'y en a plus. Donc, elle est vraiment dans la rue. Et notre plaidoyer ici, la raison pour laquelle nous avons fait appel à Regard Social, c'est qu'on puisse lui donner un toit. Qu'elle ait au moins un environnement acceptable pour pouvoir vivre avec ses enfants. C'est vraiment à pleurer. Quand je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Quand je sais que les enfants de cet âge doivent vivre dans une atmosphère chaude, mais il n'y a pas ça là-bas. Sans compter leur nutrition, pour ça, notre organisation s'en occupe. Mais ma priorité, véritablement, c'est que quelqu'un me dise, voilà les clés, qu'elle prenne ça pour être à l'aise. Nous avons fait le plan de maison, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas assez de moyens. Nous avons une pléthore de nécessités dans notre portefeuille. Les petits moyens qu'on a ne nous permettent pas de lui donner un habitat. D'accord. Alors, professeur Kamini, vous avez également suivi ce reportage qui présente un peu la détresse de cette fille mère et ses 3 enfants qui sont encore tout petits, les enfants qui n'ont pas demandé à naître dans cet environnement. Ouais. Vraiment, Flavie, il faut les aider. Il faut aider cette mère. Vraiment, je n'ai pas de commentaire à dire. C'est vraiment, il faut les aider. Parce que, comme dit Hélène, voir des enfants vivre dans ces conditions, pour un professionnel de la santé, ce n'est pas imaginable. Ce n'est pas imaginable. On ne peut pas imaginer ce que cette dame vit avec ses enfants au quotidien. Ça doit être très dur pour elle. Donc franchement, si on peut aider cette femme à nourrir ses enfants, à avoir un toit, comme dit Hélène, je pense que c'est la solution, qu'on n'hésite pas. Alors, Adolphe, c'est une fillette qui tombe dans les mains, je veux dire, dans un piège tendu par ce jeune garçon qui vient pour une activité dans cette localité et qui lui présente les merveilles. Et lorsqu'elle lui annonce qu'elle est enceinte, tout de suite, la communication ne passe plus et le jeune homme disparaît de la circulation. Je pense que la situation est un peu plus complexe que ça. Mais a priori, c'est ce qu'on pourrait dire en suivant le récit de la jeune fille. Mais je pense qu'il faut faire une analyse assez large de la situation. Elle dit être seule, n'avoir personne qui reste au niveau de sa famille nucléaire. Elle n'a plus de père, elle n'a pas de mère, pas de frère, pas de sœur. Rien que par rapport à ça, consciemment ou non, le fait de tomber enceinte, même jeune, peut prendre sens ou peut avoir un certain sens qu'il faut arriver à comprendre. La question qu'on se pose souvent quand une adolescente ou une jeune fille tombe enceinte, c'est est-ce que cette grossesse-là est là pour exprimer peut-être un manque à combler ou bien un malaise qu'elle ne trouve pas
la possibilité de dire autrement que par ce passage à l'acte-là. La question qui se pose, c'est que si ça avait été des adultes, si ça avait été des gens prêts à assurer la fonction de parents, les choses, dès le départ, se seraient passées différemment. Une grossesse, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, est supposé arriver au hasard. C'est quelque chose qui doit être discuté, envisagé, planifié par les deux parents. Et souvent, dans le contexte où on a besoin de liens, parce qu'elle est seule, elle n'a plus personne, on a besoin de liens, l'enfant peut intervenir comme quelque chose qui viendra consolider une relation, qui viendra faire en sorte qu'on ne soit plus seul. C'est-à-dire que ça va venir cimenter, entre guillemets, la relation de couple qu'elle avait. Je ne dis pas que cela est forcément le cas, mais souvent, cette perception-là, du point de vue de l'homme, qui n'a pas été préparé, qui n'a pas désiré avoir l'enfant, peut être cause, n'est-ce pas, de ce qu'on observe et qu'on décrit énormément, c'est-à-dire que l'homme qui va abandonner, qui va fuir ses responsabilités. Mais quand on dit fuir ses responsabilités, la responsabilité ne devrait pas être quelque chose qui lui est imposé de cette manière également. Donc, quand on est parent, on prévoit, on se dit, voilà, je vais avoir un enfant, je vais chercher un travail, ou si je n'ai personne, si j'ai quelqu'un, je m'assure que nous avons un projet commun. Nous avons un projet commun, que nous pouvons nous projeter dans l'avenir ensemble, et donc ça me donne un minimum de sécurité. Donc on ne va pas accabler la jeune fille, elle est simplement victime du fait que n'ayant personne au niveau de l'encadrement en termes d'autorité, de figure paternelle, autorité parentale, n'ayant personne, étant une adolescente, elle a fonctionné suivant si je veux dire, les désirs, l'instinct et tout ce qui n'est pas forcément très réfléchi. Hein. Et aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est de constater la situation difficile dans laquelle elle se trouve et de voir comment est-ce qu'on peut l'aider, parce que je trouve aussi qu'elle est très forte. Je l'ai vu esquisser un sourire dans des conditions vraiment où beaucoup ne pourraient pas tenir. Hein, et avec 3 enfants, 3 bébés, dont elle n'est pas sûre qu'ils grandiront vu l'environnement où ils se trouvent et les risques énormes que cela comporte pour ces enfants. Alors, il y a déjà cet environnement et en même temps, elle dit qu'elle ne veut pas voir ses enfants souffrir. Oui, c'est-à-dire que tout parent rêve tout ce qui peut être de mieux, rêve offrir le meilleur à ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Elle n'a pas de moyens. Ça va être difficile pour elle. Voilà. C'est même déjà difficile puisque Dr Emapi, elle fait des enfants prématurés, c'est-à-dire une grossesse qui n'est pas allée à terme. Et elle vit également dans un environnement qui ne lui permet pas de pouvoir voir ses enfants grandir normalement. Il y a quand même des risques. Oui, c'est très difficile chez elle. Qui peuvent être lesquels quand même? C'est très difficile chez elle. Sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan financier. Chez ces enfants, voilà 3 enfants qui sont venus tous au même moment, de façon prématurée. Bon, peut-être que les médecins à l'hôpital ont réussi à juguler les risques, les complications que pouvaient avoir ces enfants. Mais maintenant, il y a quand même un autre problème. Pouvoir élever les 3 enfants à la fois. Voilà la grosse difficulté qu'il y a à pouvoir maintenir le cap que les praticiens à l'hôpital ont pu le faire. Leur apporter de lait pour que les enfants puissent grandir tout à fait normalement. Donc, les risques que nous avons maintenant là chez ces enfants, ce sont des risques de malnutrition ou de sous-nutrition et qui va engendrer un très grand nombre de problèmes au niveau de la croissance des enfants. C'est des problèmes d'intelligence, c'est des problèmes de formation, ainsi de suite, d'infection qui vont encore crever le petit budget qui viendrait de gauche ou à droite. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se poser à cette maman et à ses enfants. Donc, c'est vraiment important de pouvoir y réfléchir, comme disait notre sœur tout à l'heure, de pouvoir leur donner un toit. Il n'y a pas que le toit, moi je vais le dire, mais c'est lui trouver quelque chose à faire afin d'apporter
de pouvoir élever ses enfants dans des conditions acceptables, je l'ai dit. Ça, si les enfants ne sont pas bien nourris, c'est clair. Il y a risque de malnutrition, et s'il y a risque de malnutrition, il y a risque de décès, et il y a risque que les enfants ne grandissent pas, qu'ils ne soient pas intelligents. Et s'ils ne sont pas intelligents, c'est encore encore d'autres problèmes que nous rejetons dans la société, avec des enfants qui ne pourront pas aller à l'école et qui seront dans la rue. Donc c'est encore notre problème que la société pourra porter et régler très difficilement. Alors, Hélène, donc, qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement? Que le papa des enfants n'a pas pu le joindre. Elle a essayé, et elle le dit d'ailleurs dans le reportage aussi. Vous n'avez pas cherché à rencontrer le père de l'enfant? Vous n'avez pas eu son contact? Son téléphone ne sonne pas. Quand nous y sommes allés, on a pris le téléphone ne sonne pas. Et notre impression, c'est que peut-être ce monsieur est marié, puisqu'il venait de Yaoundé, et qu'ayant commis ce gaffe-là, si je peux appeler ça gaffe, il n'en veut plus, de peur de soulever un autre problème au sein de sa famille. Parce que sinon, qu'est-ce qui l'empêcherait de l'accompagner au moins moralement? C'est ça le problème. Donc, je ne peux pas savoir ce qui fait en sorte que ce monsieur fuit ses responsabilités. Même s'il est maçon, il pouvait au moins encadrer cet enfant d'une manière morale pour savoir qu'au moins, et que ces enfants-là sachent qu'ils ont un père. C'est ça le problème, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils vont continuer à lui demander où est notre père, où est notre père. C'est encore un autre problème qu'on va avoir à gérer. Il faut d'abord que ces enfants parviennent à être nourris, ouais, qu'ils grandissent également normalement. Le docteur Emma Pia a évoqué quelques problèmes, quelques conséquences tout à l'heure qui pourraient arriver au niveau, sur le plan intellectuel, sur le plan physique. De notre côté, elle a une ration alimentaire par mois. Si nous n'achetons pas le lait et tous ses petits besoins, nous envoyons de l'argent pour qu'elle puisse l'acheter sur place. C'est pas suffisant. Je sais que c'est pas suffisant, mais en attendant qu'il y ait des âmes de bonne volonté, comme elle a si bien dit, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour pouvoir la maintenir au moins en vie. Parce que là, elle a une charge de 5 personnes. Elle a sa tante qui dépend d'elle, elle a elle-même et 3 gosses. C'est ça, l'habillement, la nutrition, tout. Cet enfant a besoin de tout, pratiquement. Ce que j'ai dit maison parce que pour moi, c'est la priorité des priorités. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cité le logement. Professeur Kamini, on se retrouve là. Il y a 2 cas tels que ça a été annoncé. D'abord, le premier cas, celui d'Emmanuel, qui a des problèmes de blépharophimosis congénitale. Pas facile à prononcer de toute façon, cette pathologie. C'est une pathologie, une maladie congénitale, ça vous l'avez évoqué. Rare, mais qui est quand même là. C'est un enfant malade. Il a 6 mois aujourd'hui, il doit grandir comme les autres enfants aussi. Sans être appelé chinois, dans tous les cas. Sans être appelé chinois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Alors, il faut dire que même si le diagnostic est facile à faire, le traitement du blépharophimosis est essentiellement chirurgical. Cet enfant doit passer à la chirurgie. Et pour chaque œil, il faut faire minimum 2 chirurgies sous anesthésie générale. Donc les 2 yeux vont faire minimum 4 séances de chirurgie sous anesthésie générale. Les 2 premières séances de chirurgie par œil vont consister à élargir la fente palpébrale. Et là, quand on fait la première séance de chirurgie, on attend 6 à 9 mois pour faire la deuxième séance qui va consister à soulever la paupière. Parce que là, elle a ce qu'on appelle cet élargissement des racines du nez qu'il faut arranger. Et là, c'est cet abaissement de la paupière supérieure qu'il faut soulever. C'est 2 opérations différentes qu'on doit faire en espace de 6 à 9 mois. Et chaque opération sera faite sous anesthésie générale. Le docteur Mapi a énoncé quelque chose de très important tout à l'heure en disant que ça peut arriver dans un contexte de syndrome polymalformatif. Ça veut dire quoi? Que cet enfant peut avoir autre problème dans son corps qui ne se révèle pas maintenant, qu'il faut rechercher et prendre tout ça en charge à la fois parce que l'anesthésie générale demande que l'enfant soit en santé.
Donc, le plan de traitement d'Emmanuel, comme je l'ai dit, c'est CK chirurgie sous anesthésie générale. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Donc, je vais directement vous dire que... Vous l'avez dit, c'est faisable localement. Localement. Par le médecin, par vous, par exemple. On constitue une équipe multidisciplinaire pour le faire. Vous comprenez? Parce que c'est un enfant, il faut le pédiatre, il faut l'anesthésiste, il faut un chirurgien qui fait la paupière, il faut un chirurgien qui fait le segment antérieur. Donc, dès que j'arrive à Yaoundé, on va staffer, on va constituer un staff, on va les inviter, on va les amener, on va faire le staff pour discuter comment est-ce qu'on va prendre cet enfant en charge. Mais toujours est-il qu'on va le faire. Pour ça, au moins, pour cette fois-ci, on ne demande pas qu'on irait faire ça à l'étranger, non. Nous avons l'expertise sur place et puis vraiment, il y a mon ami, le professeur Omba, qui fait dans la plastie de palpébral. Il est déjà au courant de cette... on en a discuté déjà hier. Je lui ai passé les images, donc l'équipe est en train de se faire pour... on attend déjà Emmanuel pour penser. On pense déjà... Alors, on ne va pas attendre qu'il atteigne 2 ans comme ça a été dit. Ça peut se faire dans les 2, non, 3, on ne 4, peut pas 5 attendre parce jours, que vous avez constaté qu'il y a un de ces yeux qui ne s'ouvre pratiquement pas. À ce moment, si, comme j'ai dit tantôt, si on ne le fait pas maintenant, cet œil ne va pas apprendre à voir. Et d'ici 2 ans, ça va développer ce qu'on appelle l'amblyopie. Ça veut dire que l'œil sera normal dedans, mais il ne pourra pas voir. Donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est ce préjudice sensoriel qu'il faut relever maintenant. Et en plus, le préjudice social, ce préjudice esthétique que présente l'enfant, c'est vraiment, il faut lui donner la chance avant qu'il n'arrive à l'école. À 3 ans, quand il entre à la maternelle, qu'il soit aussi normal comme tout le monde et qu'il fasse sa scolarité. Sinon, ça sera toujours ce problème de rejet. Ouais. Il est quand même important, permettez à la suite du professeur Kameni, d'attirer l'attention de la maman qui, dans le reportage tout à l'heure, était trop pressée de voir l'enfant recourir à la santé. Dit comment ça prendra quand même un certain temps. Oui. Ça, c'est clair. C'est déjà une très bonne chose, elle devrait déjà sourire qu'il y a déjà quelque chose qui soit mis sur pied par le professeur Kameni pour pouvoir venir en aide à l'enfant. Mais qu'elle prenne son temps, qu'elle patiente pour que les choses se fassent dans l'ordre, dans un ordre bien précis, bien cadencé. Voilà. Alors, professeur Kameni, c'est vrai que je reviens vers vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à Ikome, Adolphe Njonjo Adolphe. Voilà, vous avez écouté, vous avez suivi le professeur tout à l'heure, dit qu'il y a une possibilité. C'est-à-dire que l'enfant peut retrouver ses automatismes après un travail qui prendra quand même du temps. On ne peut plus attendre 2 ans comme la maman l'a annoncé. Oui, le professeur est en train d'annoncer ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que cet enfant différent, cet enfant n'est pas comme les autres, cet enfant n'est avec les yeux fermés, cet enfant qui est dans une situation qui l'amène à être taxé ou appelé tous les noms et qui fait en sorte que la maman est offensée dans son amour propre. La maman est offensée, elle est blessée dans son amour propre. Cette situation-là peut changer. Elle peut changer, mais maintenant, il faudrait que cela passe d'une possibilité à quelque chose qui se réalise concrètement. Mais déjà, ça crée chez la maman de l'espoir. Et pour répondre à Dr Emapi, vu les précisions données par le professeur, cet espoir-là peut être accompagné d'une attitude un peu patiente du côté de la mère et confiante. Parce que dans la description du professeur Kameni, on voit bien qu'il va s'agir d'un processus, même en termes des interventions qui devraient avoir lieu. Ça ne va pas se faire en un jour, mais au moins la maman peut se dire je sais par où ça va commencer et je sais par où ça va finir, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tout ça tourne autour du nerf de la guerre quand même. Ça ne va pas se faire bien sûr, s'il parle d'autant d'interventions, chacune de ces interventions a un prix, a un coût. Et le docteur Emapi a parlé
aussi d'une exploration qui devrait être faite pour s'assurer que l'enfant n'a pas un autre problème de santé. Et ça aussi, ça a certainement un coût. Et l'urgence de la chose, avec ce que le professeur décrit comme risque, si cette intervention tarde à être effectuée, l'urgence de la chose fait que c'est maintenant qu'il faut trouver ces moyens-là pour redonner le sourire ces enfants. À cette femme. À et pour que la l'enfant mère et à l'enfant. se mette à vivre, à goûter au plaisir que nous offre l'environnement dans lequel on peut se trouver. Oui, docteur, j'allais dire, professeur Kamini, est-ce qu'il est possible d'éviter cette pathologie? Éviter cette pathologie, non. Non, parce que c'est... En fait, oui, quelque part, parce que s'il y a le conseil génétique, il faut souvent faire... Parce que je pense que la transmission est dominante, autosomal dominant, ça veut dire que si on ne peut pas l'éviter. Quand on doit l'avoir, on l'a. On ne peut pas l'éviter, franchement, non, non. Ceux qui doivent l'avoir l'auront. On ne fait rien pour l'avoir. Oui. On ne fait rien pour l'avoir. Mais quand ça arrive, il faut soigner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prévention pour ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas un problème de sorcellerie ou bien ce n'est pas un problème de sort qu'on a jeté, non. On a bien compris que c'est un problème au niveau du chromosome numéro 3, c'est son bras long. Il y a le gène qui s'appelle le gène FLOX L2 qui code pour le développement de la paupière. Donc quand il a un problème, pendant la vie intra-utérine, pendant la phase de développement, ça peut arriver. Mais on ne sait jamais ce qui peut provoquer un problème pendant le développement. Les malades qui sont mal suivis, par exemple, pendant la grossesse, peuvent avoir le docteur, mais il va pas il va vraiment nous conseiller ça. Peuvent avoir des problèmes comme ça, un problème de suivi, comme on dit depuis, un bon suivi de grossesse peut permettre qu'on évite d'autres problèmes liés au développement, à ce genre de mutation. Docteur Emapi? On peut pas, c'est une très bonne question, c'est bien qu'on le dise très bien, ce n'est pas des choses qu'on va éviter. Il y a des pathologies qu'on peut éviter pendant la grossesse, d'autres qu'on ne peut pas. Les pathologies génétiques, simplement parce que le processus de formation d'un enfant, cela se fait en dehors de nous, tout à fait naturellement. Il peut y avoir un accident, comme on l'a dit, au cours de l'embryogenèse qui fait qu'on a un problème ou un autre. Ces problèmes, par exemple, c'est des médicaments qu'on aurait pris, ou bien autre chose, ou bien certaines substances. Mais il arrive des moments où on n'a rien fait. C'est tout simplement un hasard de la nature qui fait que, par exemple, ce chromosome ne se situe pas là où il devait se situer. Voilà, c'est clair. Je prends un exemple, l'albinisme. Est-ce qu'on peut prévenir? Je ne pense pas. Donc, c'est pendant la même situation. Il ne faut pas qu'on se dise que toute chose, parce qu'on se dit, mais docteur, on aurait pu. Mais non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas toutes les situations auxquelles on va remédier. D'accord. Alors, tout ceci a un coût quand même. Cette prise en charge pour le petit Emmanuel. Ouais, ça... Nous sommes encore sur son cas, ouais, avant d'aborder le second. Ça aura le coût des hôpitaux. Ça se dit que on verra ce que ça coûtera dans les hôpitaux du Cameroun. Je ne peux pas savoir combien ça va coûter, mais il faut savoir déjà les coûts indirects. Ça veut dire le déplacement de la mère. Elle va venir à Yaoundé plusieurs fois pour des examens. Les coûts indirects liés à l'opération, l'accommodation à Yaoundé, des coûts directs maintenant de l'opération avec 4 opérations qu'on va faire. Chaque opération, les 2 opérations vont se faire d'un coup. Donc, quand on va faire l'opération du rapprocher les cantiers, on va anesthésier l'enfant, on va faire les 2 côtés à la fois. Donc, ça fait 2 anesthésies générales pour 4 opérations. Donc tout ça, vraiment, il faut voir dans les hôpitaux ce que ça va coûter. Mais vraiment, ça a un coût. Ça a un coût qui est exorbitant parce que c'est quand même l'anesthésie générale chez l'enfant. On ne va pas oublier que c'est un cas social aussi. Que c'est un cas social aussi. Bon, c'est pourquoi j'ai dit à l'entame que la chance qu'on a aujourd'hui pour le cas d'Emmanuel, c'est que la solution peut être locale.
Ouais, parce que s'il fallait l'évacuer, ça devait être compliqué. Donc, je pense que ça ne pourra pas nous dépasser. En tout cas, d'accord. Voilà. J'imagine que vous tiendrez compte lorsqu'il faudra faire la facture, qu'il s'agit d'un cas social de toute façon. Non, la facture, c'est pas moi qui fais la facture. On va la recevoir dans les hôpitaux et puis on va négocier. Voilà. Parce que c'est un cas social dans les hôpitaux pour que ça ne coûte pas cher. Dans tous les cas, sinon... Justement, autant de bonnes nouvelles pour le petit Emmanuel. C'est déjà possible de trouver la solution à son problème. Vous avez suivi des explications du professeur Kamini Gilles qui fait savoir que ça prendra du temps, mais au terme de tout cela, il retrouvera ses automatismes. Alors, il y a ce second cas, Dr Mapi, beaucoup plus Hélène. Cette fille mère qui est dans cette situation également, qui doit être protégée elle-même, ses enfants, et bien entendu, ceux qui sont autour d'elle, puisqu'elle est orpheline de père et de mère, et c'est sa tante qui prend déjà de l'âge également, à côté de ses enfants qui ont besoin d'être davantage protégés contre toutes sortes de difficultés, parce qu'il n'y a pas un encadrement approprié pour ces bébés. C'est ça. Nous sommes là sur les propositions fortes, puisqu'il faut... Give Hope Africa, pour nous pensons que si nous avons parmi vos milliers de téléspectateurs et de bienfaiteurs qui peuvent donner ceci ou cela, parce que pratiquement elle n'a rien. Je vous dis encore, elle n'a rien, elle manque de tout. Ce que nous faisons, c'est lui permettre au moins de se lever le matin. Elle n'a même pas tout dit là, parce qu'il y a des matinées où elle n'a pas de petit déjeuner. Une mère allaitante, elle ne peut même pas donner manger pour pouvoir avoir suffisamment de lait pour ses enfants. C'est très pénible. Si nous nous sommes déplacés pour venir à Regard Social, c'est que nous sommes dépassés. Franchement, on est dépassés. Quelque chose doit se faire pour sauver cette famille-là. Comme on dit chez nous, vous avez fait pour vous et les autres vont faire également pour eux, Dr Mapi. On peut envisager beaucoup de solutions ici, des solutions intrafamiliales et des solutions extrafamiliales. On peut déjà décharger cette petite de la lourde charge, permettez-moi la répétition, c'est-à-dire ce n'est pas très souhaitable, mais demander à certains membres de la famille de prendre des enfants. Laissez-moi y aller. J'ai dit des solutions intrafamiliales, extrafamiliales. C'est-à-dire qu'on évolue dans ce jargon-là. Si dans la famille, il y a des gens qui peuvent prendre des enfants pour un certain temps, le temps qu'on lui trouve quelque chose à faire, qu'elle recherche une activité pour pouvoir subvenir à ses besoins personnels et ensuite aux besoins de l'enfant. Et maintenant, si sur le plan familial, il n'y a vraiment personne, on trouve donc des solutions extrafamiliales. Ce que vous appelez très généralement ici, ce sont des maisons dans lesquelles on peut prendre des enfants, des personnes qui peuvent prendre des enfants pour pouvoir soulager la famille. Mais moi, je pense que s'il faut la laisser elle seule, 3 enfants, pour qu'elle puisse chercher à manger aux enfants dans un village comme celui-là, cela me semble très difficile. Parce que même si elle veut aller travailler, il faut qu'il y ait des gens qui prennent soin des enfants. La maman, la grand-mère ne le peut pas facilement. Et la solution de facilité, je ne l'aime pas beaucoup. C'est-à-dire cette personne-là qui va rester et on va envoyer de l'argent pour pouvoir nourrir les autres. Non, il faut lui apprendre, on doit lui apprendre à pouvoir faire quelque chose de subvenir aux besoins des enfants. Surtout si elle a un toit, comme dit notre mère Hélène. Alors, donc elle laisse l'école en classe de 6e. C'est déjà un problème aussi. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème à laisser l'école en classe de 6e. Donc cela commencerait peut-être par là. C'est pour ça que je dis qu'il faut lui apprendre à pouvoir faire quelque chose. Un métier, soit c'est peut-être reprendre l'école et un métier, soit avec le niveau qu'elle a, lui trouver un métier qu'elle puisse faire. Il y a beaucoup de petits métiers qui peuvent aujourd'hui faire grandir la femme ou bien l'homme. Mais dire qu'il faut lui donner tout le temps, ça va être difficile. Parce qu'à un certain niveau, on ne donnera plus. Elle va se retrouver dans la même situation de départ. D'accord. Alors, Ikome Adolphe, oui, pardon, vous voulez dire? D'accord, allez-y. Parce que notre
notre objectif, pour l'instant, on ne peut pas la séparer de ses enfants. Ce sera très douloureux. On ne peut pas. Ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est de lui permettre d'allaiter les enfants jusqu'à, par exemple, quand les enfants vont commencer à aller à l'école. En ce moment-là, on la met en autonomisation ou on lui fait apprendre un métier puisque ça fait partie de notre portefeuille, ça fait partie des composantes que nous avons à Give Hope Africa. Donc ça là, c'est déjà prévu. Mais la solution immédiate, c'est quand même de l'aider à ce que ces enfants grandissent sous un toit et en les nourrissant, en attendant qu'ils aient cet âge-là. Parce que moi, je peux pas, nous ne pouvons pas la séparer de ses enfants. Ce sera encore plus douloureux. Alors ça, c'est une proposition d'un médecin qui expliquait, c'est une des 1000 propositions qui peuvent être faites quoi, dans ce sens également. Oui. Pour aider cette maman à, je veux dire, alléger un peu cette souffrance. Alléger sa souffrance, tout simplement. S'il y a d'autres propositions qui sont meilleures, je pense qu'on les prendra. On dit qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Mais je pense que vous êtes suffisamment avancé dans le dossier, que vous avez déjà prévu quelque chose pour un certain nombre d'années. C'est vrai, ça peut aller dans ce sens. Mais moi, je dis, ça ne peut pas continuer pendant très longtemps. C'est clair. Il va falloir qu'on lui apprenne à pouvoir faire quelque chose déjà pour elle-même, même si ses enfants n'étaient pas là. C'est quelque chose qu'on doit faire pour chaque être humain, pour que nous n'ayons pas assez de délinquants dans la société. D'accord. Alors, Adolphe, on comprend bien qu'il faut davantage l'accompagner, c'est vrai, mais tout cela nécessite aussi des moyens. Oui, disons pour appuyer davantage ce que dit Dr Emapi, quand on parle des besoins de cette jeune fille, ils sont de plusieurs ordres. Nous pensons, en voyant la situation que nous avons vue lors du reportage, premièrement à ce qui peut être assimilé à ce qu'on appelle des besoins de conservation, des besoins liés au fait qu'il faut que les enfants et elles-mêmes puissent avoir accès à l'alimentation, à tout ce qu'il faut pour leur survie. Ensuite, il faut répondre à ces besoins de sécurité. Et c'est à ce niveau qu'intervient la proposition de la dame de pouvoir leur offrir un toit décent, un endroit où être à l'abri d'un certain nombre de menaces et de risques. Mais maintenant, il y a un besoin qui est très important que souligne Dr Emapi, c'est celui du développement personnel et de l'épanouissement. Et pour ça, il faut bien que la jeune fille reçoive une formation qui va la préparer à s'insérer dans le marché de l'emploi et qui va lui permettre à un moment donné d'avoir une certaine estime d'elle-même en tant que personne, mais aussi en tant que mère, par rapport aux moyens qu'elle pourrait acquérir à partir d'un certain moment. Il faut préciser que on est dans une situation qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une jeune fille qui n'était pas préparée à être mère et qui se retrouve avec 3 enfants. D'ailleurs, elle avait une layette pour un enfant. Voilà. Elle se retrouve avec 3 enfants. Voilà. Mais il faut savoir que sur le plan même psychologique, ces enfants ont aussi des besoins. Alors, c'est pour cela qu'on doit vraiment se poser la question de quel est le meilleur cadre pour le développement de ces enfants et pour l'épanouissement de cette mère. Parce que, voilà, elle se bat là avec les moyens qu'elle a, mais on ne se pose pas encore la question de l'impact que tout cela a sur elle-même. Sur elle-même. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence à plusieurs niveaux de sa vie. Donc il faut penser les choses dans le sens de voir ce qu'il y a de mieux à faire pour la jeune fille, pour les enfants et pour la famille, la petite famille qu'elle essaye de constituer de manière globale. D'accord. Alors, professeur Kamini, nous sortons déjà de cette émission. C'est la dernière partie. Il y a 2 cas que nous avons reçus ce soir. D'abord, le cas du petit Emmanuel. Vous venez de faire des propositions importantes pour sa mère. Je constate qu'elle a déjà le sourire qu'elle n'avait pas en début de ce programme. Et le second cas, c'est celui de Kimora, cette fille mère aujourd'hui qui a 3 enfants.
qui nécessite également des moyens pour son accompagnement. Ah, c'est vrai, Eden a bien dit, je pense que premièrement, cette fille qui a 3 enfants a besoin d'un toit. Parce que quand nous voyons où elle vit avec les enfants, tout le monde, nous sommes d'accord qu'il faut un toit pour cette fille. Et comme a dit le docteur Emapi, il faut que la solution, qu'on crée plutôt une solution durable, parce que c'est une solution qui va pas tenir sur 2 mois, c'est pas bon. Donc, il est question maintenant que pour tout le monde qui peut aider cette fille à penser à la solution de son toit, et le regard social est prêt à accueillir toutes les idées pour l'aider de manière durable. Et comme ça, on pourra l'aider parce que là, tout de suite, on peut trouver les solutions. Mais le problème crucial maintenant, je pense que ce problème de toit sont résolus, on pourra voir les autres problèmes, comment faire que les autres problèmes deviennent durables. D'accord. Vous êtes professeur Kameni Gilles, vous êtes spécialiste en ophtalmologie, spécialiste en chirurgie du serment antérieure et spécialiste en chirurgie vitréo-rétinienne. Et en même temps, vous êtes le chef service d'ophtalmologie du CHU à Yaoundé. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez parcouru toute la longue distance pour arriver à Douala. Merci déjà pour tout ça. C'est moi qui vous remercie beaucoup. À ce programme. Alors, Hélène, nous sortons également de l'émission. Des propositions ont été faites. Et vous également, vous avez déjà fait pour vous et vous continuerez davantage. Et on le sait, on constate également que d'autres personnes vont mettre la main à la pâte pour qu'on trouve des solutions à ces 2 cas que nous avons présentés ce soir. Vous êtes promotrice de l'association Give Up Africa. Et c'est une association qui redonne de l'espoir aux personnes qui ont perdu justement le goût de la vie. Merci également d'être venu. Vous êtes parti de Yaoundé pour ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Ndongo. Nous voulons vous dire merci parce que ça a été un privilège pour nous de passer ici. Et puis, disons merci aussi à tous vos techniciens, les visibles et les invisibles, ainsi qu'au PDG du groupe Equinox. Parce que vraiment, nous sommes contents. Merci, merci. Docteur Emapi, c'est votre plateau. Enfin, je vais dire, vous êtes plus souvent ici pour apporter des enseignements à ces jeunes mères, ces femmes qui nous suivent au quotidien. C'est déjà une bonne chose. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous exercez en clientèle privée, il faut le rappeler. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Merci. On cessera de donner des conseils à ces jeunes femmes, à ces mamans-là. Ce sont les nôtres. De faire très attention, chaque fois de ne pas dire je n'ai pas d'argent. Il faut toujours essayer d'avoir le bon réflexe, d'avoir le bon flair et d'aller vers la personne qui peut le plus vous apporter un soutien, une solution adéquate à la grossesse que vous portez. Merci. Merci à vous. Merci également à Adolphe Ikomen, j'allais dire Ikomen John de Adolphe. Voilà. Vous êtes psychologue clinicien et psychomotricien et surtout avec votre touche particulière qui remonte tous ceux qui ont des problèmes de stress. Merci d'être venu également. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, c'est déjà connu. Vous comprenez bien qu'il y a des propositions qui ont été faites au cours de cette édition pour ces 2 cas. Le cas de Kimora, qui est la jeune mère qui a fait ses 3 enfants, ses triplés, et également le petit Emmanuel qui attend, en tout cas ces 2, qui attendent de vous ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire le geste qui sauve. Merci d'être restés nombreux à regarder davantage de ce programme. Nous allons passer à autre chose, un cas social qui est déjà passé sur ces antennes, et juste après nous allons accueillir Irène Tébé. Tu roules sa chair depuis plusieurs mois. Alors qu'elle tutoie la quarantaine, Marie-Madeleine Ngolet a vu sa vie basculer au lendemain de la mort de son époux. J'ai perdu mon mari en novembre 2019. C'est depuis le mois d'avril que j'ai commencé à sentir une boule ici au-dessus de mon nombril. Au point où je n'avais même pas l'argent en ce moment-là, comme je venais de perdre mon mari, je n'avais pas l'argent. Donc pour aller même à l'hôpital, c'était difficile pour moi, tellement difficile. Au quartier Tergal, à Douala, son lieu d'habitation, c'est une série de questions qui la traumatisent, notamment sur son état physique. Ses voisins ne cessent de la regarder autrement. Auparavant, les gens croyaient que vraiment elle était enceinte. Je me suis rapproché d'elle avant qu'elle m'a expliqué que non,
Ce n'est pas vraiment ce qu'on croit là. Là, elle a eu une maladie. Je lui pose maintenant la question que mais c'est quoi cette maladie? Elle me dit que même elle ne connaît pas. C'est vraiment là où on a pris vraiment les choses au sérieux. Marie-Madeleine, qui attente les ruelles de son quartier, n'est pas enceinte. La veuve qui dit être seule au monde traîne une kyrielle de maladies. À l'hôpital, on avait dit que j'avais une infection du foie et j'avais aussi un kyste ovarien et aussi j'avais le rhumatisme général dans tout mon corps. J'avais le rhumatisme dans tout mon corps. C'est ça qu'on m'avait dit à l'hôpital. Je ne suis pas allée au village parce que non seulement l'année que j'ai perdu mon père, c'est la même année que j'ai perdu mon mari. Donc au village, je n'ai plus personne. Mes deux soeurs qui sont là-bas, ils ont la charge qu'ils accouchent les enfants avec des hommes différents. Ma petite soeur a 5 enfants avec 3 pères. Ma grande soeur a aussi 6 enfants avec 2 pères. Donc ils se battent comme ça là. Ils ne sont pas dans les maisons des hommes. Donc ils se battent comme ça. Notre maman aussi est déjà aveugle. Donc je ne vois personne qui pouvait prendre même ce genre de charge là-bas dans ma famille. Tout le monde est démuni. La plupart de mes frères même sont déjà décédés. Ceux qui pouvaient même faire un bras droit pour ce genre de problème-ci, tous sont déjà décédés. L'extrême pauvreté qui l'anime depuis plusieurs mois, voire des années, ne lui a jamais donné la possibilité de se prendre en charge. Elle est aujourd'hui une vendeuse de charbon au rabais. Son seul espoir est accroché sur la parole de Dieu. Au quotidien, elle se console avec les psaumes. Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Je lis ce verset parce que c'est ça qui me réconforte beaucoup. Ça me donne le réconfort, quoi. Ça me réconforte beaucoup. Quand je lis ça, je suis tranquille dans mon cœur. Tiens. Au fil des jours. Voilà donc le cas de Ngolé Marie-Madeleine. C'est une femme, elle n'est pas enceinte, mais elle traîne un ventre énorme. Qu'est-ce qui se trouve dans ce ventre-là? Nous allons découvrir des éléments avec Dr Emma Pi qui est restée avec nous sur ce plateau, qui la suit puisqu'elle est déjà dans le processus de prise en charge. Mais avant, Hélène Temé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Avant d'entamer la lecture ou de donner la situation de Madame Ngomale Marie-Madeleine, nous allons d'abord faire une brèche pour les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission pour les 2 cas, à savoir bébé Emmanuel et Dame Kimura, la maman des triplés. Pour le cas de bébé Emmanuel, les différentes contributions perçues sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangolap, 1000 francs. Madame Don Mukuri Dorette, 2500. Ben Sikin Basso de Bonté, 1500. Chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Madame Takoudjou, 3 000 francs. Famille Chakwani, 7 500. Choupinette de Bonté, 2 000 francs. Djekam, 500. Meke, 1000 francs.
Poigny, 5 000. Sexy Canavaro, l'amour de Dakar, 500. Ndiki Alphonse, 2 000. Christelle, 1 000 francs. Charlie Dangote à Yaoundé, 1 000 francs. La famille Chingaï, 7 000 francs. Elsa de Bonamou Sadi, 2 000. Une bienfaitrice, 10 000. Famille Chisiro à Ebolova, 2 500. Théophile Momene Zoni, 1 000 francs. La famille Tanque Sarazin à Yaoundé, 5 000 francs. Bienfaitrice, 10 000. Donc venant du Gabon, 1 500. Pour le cas de bébé Emmanuel, nous avons un montant de 90 000 francs CFA. Bébé Emmanuel n'étant pas le seul cas dans ce reportage et dans cette émission, la lecture du second cas, c'est-à-dire à savoir la lecture des différentes contributions perçues pour les triplés sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangoulap, 1 000 francs. Chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Elsa de Bonamou Sadi, 2 000 francs. Charlie Dangote à Yaoundé, 1 000 francs. Sandrine K, 2 000. Madame Nenkam Vicky de Puchan, 2 000. La famille Tanque Sarazin à Yaoundé, 10 000. Françoise Massé, 5 000. Gaëlle Yolande Ndjomeni, 2 500. Agnès Chantal Ngonor, 1 000 francs. Salfounia Idrissou, 2 500. Tatambadan, 1 500. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 2 000. Macho et Pépé, 2 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 1 000 francs. Foumou John Isaac, 5 000 francs. Michael William Tabon, 10 000 francs. Anonyme, 2 500. Eric Marcel Signé, 1 000 francs. Chouga Ghislaine Magua à Fombot, 1 000 francs. Abanda Marie Françoise depuis Libreville, 5 000. Nous avons pour le cas de Dame Kimura un montant de 87 500 francs CFA. Ce sont là des contributions que nous avons perçues, oui, que nous avons perçues au cours de l'émission. Tout à fait. Et voilà. Oui. Il y a le cas que nous avons présenté également il y a quelques secondes, le cas de Marie-Madeleine. Oui, le cas qui nous préoccupe. Oui. Il faut dire qu'il est très urgent là actuellement. Il faut absolument que nous puissions déjà démarrer. Comme vous l'avez dit tantôt, Marie-Madeleine se trouve déjà dans la phase de prise en charge. Et là, il le faut absolument parce que la découverte de la maladie, on aura plus d'explications avec le médecin traitant de Marie-Madeleine Gollet sur ce plateau. Mais il faudrait déjà le signaler au niveau des contributions. Je pourrais d'abord donner la lecture des différentes contributions. Ensuite, on aura plus d'explications avec le docteur Emapi sur les différentes conditions de son opération. Bon, les différentes contributions que nous avons perçues depuis la date du 14 janvier 2021 pour le cas de Marie-Madeleine Gollet sont les suivantes. Tatan Fokou Gédéon, 2 000 francs. Diane, 1 000 francs. Egout Samaritan, 7 000. Aboubaka Philippe, 500. Albert Chungi, 1 500. Arme compatissante, 50 000. Anastasie Nicolna, 1 500. Ancienne de l'église Église évangélique de Bouddha Centre, 2 000 francs. Anonyme, 5 000. Anonyme de Marois, 2 000. Anonyme de Konsamba, 1 000 francs. Ariane Christelle Yitabe Djogwe, 1 000 francs. Asana, 2 000. Association Les Merveilles, 10 000. Aoumfak, 500. Basile Gadou depuis Dunstable, 15 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 000 francs. Bienfaiteur du Carrefour Simbok à Yaoundé, 2 000. Bienfaiteur de Baham, 2 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 000 francs. Bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 10 000. Bienfaiteur du Gabon, 5 000. Bienfaitrice, 30 000. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice depuis Libreville au Gabon, 2 500. Boris Kanadjoufak, 1 000 francs. Mbunja Pauline, 5 000. Catherine Prudence Ipoulet, 5 000. Chatueto Kam Syriac, 5 000 francs. Christine Igor Djounier, 1 000 francs. Clément Gomekeya, 4 000 francs. Collège Maya de Kekem, 10 000 francs. 2 enfants de Dieu, 6 000 francs. Diane, 1 000 francs. Dieudonné Faute-Sauté-Dom, 15 000. Djeli depuis Douala, 5 000 francs. Gianni Bernard, 2 000 francs. Djibo Yarifou, 1 000 francs. Dorothy Louma, épouse Fé Fotoun, 2 000 francs. Nzeko Zetane, 2 000 francs. Edmond Zemechandika, 1 000 francs. Edwige Lor Kenye Kwipou, 1 000 francs. Église Galat Dema, 1 000 francs. Elundungonor, 2 500. Elsie Blonde Chamba, 2 000 francs. Emerance Ngingo Nitendem, 1 000 francs. En Angleterre. Enelanga Pierre Péage de Banga, 1 000 francs. Éric Dieu de Tchatche, 1 300.
Famille anonyme, 20 000. Famille Diogo depuis Touboro, 2500. Famille Fomou Abatche, 1500. Famille Fousso de Bafan, 1500. Famille Mbekam du Cameroun et de la diaspora, 1000 francs. Famille Namo, 4000. Famille Singom, 5000. Famille Tamekem Galon, Ismaël Désiré, 1500. Famille Tate depuis Bafoussam, 2000. Famille Vangay, 2500. Folonsou, 2000. Fouda Unga, 5000. Fout Tupka Asana, 2000. Françoise Massé, 3500. Ngako Fomo Emeline Douala, 1000 francs. Géraldine Fombi Assa, 2500. Gelo Judith Flore, 5000 francs. Guy Biolet, 5000 francs. Amachango Ousmanou, 10 000 francs. Hélène Chapi, 2000. Hilda Omela Wihangan, 1000 francs. Huguette Makwe Chetanye, épouse Fotsin, 1000 francs. Idriss Wenkani Wangsi, 950. Huguette Nina Siani Miede, 1000 francs. Igor Tanguy Boasso, 500. Issa Dabomba, 2000. Jean-Pierre Tawana, 1000 francs. Jean-David Gallieu, 3000. Jean-Paul Mondeleba, 1000 francs. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. John de Fumban, 1000 francs. Junette Lo Akamba, 2500. Justin Enquête, 500. Kari Abdias de Reybouba, 2000. Kewumbi Bichou Elise, 20 000. Kiki Melissa depuis Premier Danger, 2650. Kwenchu Anne épouse Chuta, 10 000 francs. La famille de Foix, 2000. La famille Wafo Apollinaire de Lokpom, 3000. La fondation Foé, 3000. La famille Mabuka, 2000. Le cordeau de Manjo, 2000. Le sultan Bonbon Joya, 50 000. Léona Claude de Colmbisson, 1500. Mavero de Sanchou, 2000. Magui Douala, 500. Mamoudou, 5000. Maman Rosita de Yaoundé, 1000 francs. Maman Monka Marie Amanjo, 1000 francs. Manogla, 2000. Marlène Léviette Matoukam, 500. Masso Col Ruben, 5000 francs. Bas Prince, 5000 francs. Méde Gisèle, 2500. Mevin Boufofou, 1000 francs. Mibel Dormo Mibel, 1000 francs. Mingom Dikombing Nigel, 15 000. Myrène Lokwechet, 5000. Missé, 2000. Madame Y de la Vallée, 3000. Madame Bunja, 5000. Madame Odette, 3000. Madame Voufo, 1500. Madame Walaga, 1000 francs. Mongan, 2000. Munda, 200. Mouzom Aboulé, 5500. Monsieur Touko, 2500. Nana Didero, 20 000 francs. Nathalie Larissa Ngamye, 1000 francs. Ndolo, 1000 francs. Fege Ekoto, 1000 francs. Ngo Iluga, 1500. Ngoyam, 1500. Ngonozogo, 2000. Ngini, 10 000. Nubisi Exand, 2000. Pao, 2500. Pamela Fombe Akunjim, 5000 francs. Papa Chanko Augustin Amanjo, 1000 francs. Pauline Lorsilebwe, 2000. Perlise Kowota Dobsop, 1000 francs. Pedga Estelle, 5000. Pierre Magnon, la ville de Tchon, 1000 francs. Pierrette, 1000 francs. Romain Tchagetada, 1000 francs. Rosaline Ningla, 500. Salamatou de Yaoundé, 500. Scholastica et Mabou from Limbe, 1500. Séraphin, 2000 francs. Civilo Awachondimeli, 1000 francs. Tadjese Simo, 5350. Tadoum Romaric, 1000 francs. Tagakuzinou, 2000. Tanye Jean, 5000. Takoubou Vincent, 10 000. Takou Edio Atam, 5000. Tachoum Pierre, 5000. Chongang Solange, 500. Thérèse Magne, épouse Fangang, 1500. Thérèse Ndegwe, 2000. Thérèse Yangang, 1000 francs. Thierry Dikoumé, 11 500. Thomas Tekeyo Eno, 2000. Thomas Djemle, 1500. Un bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 10 000. Un bienfaiteur de Kozoa, 200 logements, 1000 francs. Un chrétien de Siméon, 11 000. Une chrétienne de Saint-Françoise d'Assise, 2500. Une grand-mère retraitée à Bonanga, 5000. Une aide, 2500. Une chrétienne, 2500. Une famille chrétienne de Bameka, 1000 francs. Une famille de foi, 2000. Une femme à Bouddha, 3000. Une fervente croyante, 5000. Une maman, 10 000. Une maman de Yaoundé, 2000. Une maman et sa progéniture, 1500. Vincent Yotata Kubo, 10 000. Wambon, 1000 francs. Yoma, 3 000. Yumbi Mariam et ses enfants, 2500. Yvonne, 5 000. Yvonne Ebane Metchoube, 5 000 francs. Yvonne Sylvine Djassa Thiomfe, 5 000. Yvonne Zachmond
Zach Monté-Jouvence, 2000. Zignon Moudom, 1000 francs. Jacqueline Kouamoula, 2000. Famille bienfaitrice Akribi, 25 000. Une chrétienne de Bonapriso, 30 000. Une famille de la Cité des Palmiers, 5 000. Pauline, 5 000. Âme de bonne volonté, 3 500. Monsieur et Madame Gansi Alfred, 5 000. La famille Niemek, 20 000. Anake Marie Noël, 5 000. La famille Namo, 4 000. Bienfaiteur, 100 000. Madame Gako, 10 000. Kombu Yvette, 10 000. Diatsa Jeanne, 5 000. Association Amis Solidaires Niala Campo, 10 000. Famille Tchakwani, 9 000. Bienfaiteur, 10 000. Komoka, 2 000. Famille Dadji Doyong Amban, 4 000. Stéphane Chenou, 3 000. Omoka, 2 000. Famille Boissac à Yaoundé, 1000 francs. Chekoulette Solange, 1200. Christian Charlie Fogem, 5 000. Mika Chapchep, 10 000. Tadjudje Jean-Michel, 2 000. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Nous avons, pour le compte de Madame Gonet Marie-Madeleine, un montant de 1 062 150 francs CFA. Il est à noter qu'elle a déjà commencé une série d'examens. Actuellement, nous avons dépensé 256 000 francs CFA. Actuellement, nous avons en caisse 806 150 francs CFA. Et le devis estimatif, parce qu'il faut bien le préciser, il est estimatif parce qu'il peut croître comme il ne peut pas croître. Le devis estimatif est de 1 152 000 francs CFA. Et il faut d'abord préciser, son médecin va mieux l'expliquer tout à l'heure, qu'il y aura 2 phases d'opération. La première phase de l'opération, c'est dans les 1 152 000 francs CFA. Là, il faudra opérer les ovaires parce qu'elle souffre d'un cancer des ovaires pour retirer la masse qu'elle a dans son ventre. Je préfère que le médecin soit plus explicite. Merci déjà pour ce que vous faites, Irène. Docteur Mapi, vous n'êtes pas parti, vous êtes resté avec nous. C'est vrai. Pour davantage nous expliquer, je vais dire, votre cas que nous présentons en ce moment, puisqu'elle a commencé une prise en charge et c'est vous qui êtes le maître de cette prise en charge. C'est vrai, comme promis, nous avons reçu Madame Gollet en consultation depuis le mois de janvier. Je parle ici sous son contrôle. Elle m'a donné l'autorisation de donner des informations aux téléspectateurs de l'évolution de la situation. Nous l'avons examinée. On lui a fait une série des examens biologiques et radiographiques. Scanner, radiographie du thorax, enfin échographie, scanner, radiographie et des examens de sang. C'est vrai, Irène l'a dit, elle souffre d'une tumeur maligne de l'ovaire. Et le traitement aura 2 phases, une phase chirurgicale, une phase médicale, parce que ça demande toujours qu'il y ait une chimiothérapie à côté du traitement chirurgical qui va être fait. Alors on est quand même assez avancé dans le processus. Il faut reconnaître que nous avons voulu faire d'abord un diagnostic, savoir exactement ce qu'elle a, afin de faire ce qu'on appelle un bilan prévisionnel. On peut appeler ça bilan d'extension. Il y a d'autres examens qu'on aurait pu faire, mais on s'est dit il faut se limiter à l'essentiel, faire le diagnostic, traiter, et après on verra. C'est ce qu'on a essayé de faire jusque-là. C'est à l'issue de ça qu'on a pu avoir le diagnostic que Irène vous a donné tout à l'heure. J'ai parlé d'une tumeur maligne de l'ovaire qui, à son âge, c'est quand même un peu embêtant parce qu'on rencontre généralement chez des personnes d'un certain âge, un âge assez avancé. Bon, mais elle a 40 ans environ, c'est possible qu'elle ait ce genre de maladie. Donc je pense qu'on est quand même avancé et la prise en charge va commencer très probablement, très prochainement, ça on vous le dira. On ne peut pas vous dire exactement quel est le jour, mais on est quand même avancé pour la mettre, pour commencer la prise en charge chirurgicale et c'est à l'issue de ça qu'on va envisager la 2e phase du traitement. C'est toute une équipe qui... C'est toute une équipe, effectivement, c'est toute une équipe qui va la prendre en charge. Pour le moment, c'est une équipe chirurgicale qui la prendra en charge, probablement 2 médecins et des anesthésistes qui la prendront en charge. D'accord. Merci, docteur Mapi. Merci également à Irène. D'autres précisions? Oui, d'autres précisions. Le docteur, c'est vrai, il a été un peu délicat. Il faudrait déjà que nous disions merci à ces âmes de bonne volonté et nous les supplions de continuer à mettre la machine de la solidarité en marche
parce qu'il faut noter, Absolument. Dame Marie Ngolais a 2 opérations à subir. Et le coût estimatif, je dis bien estimatif de la première opération est d'1 152 000 francs CFA. Nous avons actuellement 806 000 francs en caisse. Donc vous convenez avec moi que nous sommes encore très loin du compte. Et après cette première opération, il y aura encore une deuxième phase où il va falloir entamer une série de chimiothérapies pour pouvoir éradiquer le cancer, éradiquer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, chers bienfaiteurs, chers âmes de bonne volonté, il est temps d'agir via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et j'aimerais bien préciser, s'il vous plaît, d'être très vigilant sur ces numéros parce qu'actuellement, il circule sur la toile des faux profils de regard social avec des faux numéros de téléphone. Je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux via Facebook que ce ne sont pas les numéros de regard social, ce n'est pas la page de regard social, mais malheureusement, les âmes de bonne volonté continuent avec la générosité que nous les connaissons à donner à donner ce qu'ils ont, mais je préfère préciser, s'il vous plaît, bien vouloir appeler même, si vous n'êtes pas sûr, appeler pour vous rassurer que vous êtes à la bonne porte. Parce que nous n'avons le droit d'être heureux tout seul. Donc, il est temps d'agir pour Dame Marie Ngolais. Elle n'est pas seule. On a également le bébé Emmanuel, dont son opération est également je pense, dans les jours qui suivront. Voilà, la prise en charge doit être immédiate également. Et également, on a également le cas de Dame Kimura avec ses triplés. Donc, chers bienfaiteurs, précisez le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer. N'hésitez pas, vous pouvez contribuer pour 1, pour 2, pour 3 cas. Il n'y a pas de souci. C'est le geste qui compte. Quel qu'en soit le montant, c'est le geste qui compte. Que ce soit avec les prières, que ça, c'est pas seulement le matériel, même avec les prières, même avec des pensées positives, ça joue sur le malade. Donc, encore merci pour tout. Merci. Merci à vous, Irène Tembe, et à jeudi prochain. S'il plaît à Dieu. Merci. Merci à vous également, Dr Mapi, d'être venu. Merci. Vous êtes resté avec nous jusqu'à la dernière minute même de ce programme. Et dire merci également à toute l'équipe de production. Dallas Tiana, Cédric Chouna, Eric Ouattat, Marlise Minkoumou, Zéphirin Gondi, également Danny Warren Zedeke, le réalisateur de cette émission Regard Social. Et dire également merci au public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.